Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a publié un essai il y a environ 1 mois et demi à 2 mois dans Foreign Affairs. Cet essai offre un aperçu de la pensée et de la vision du monde de ces individus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dans des moments où il est incertain de savoir qui dit la vérité et qui ment, il devient encore plus important de lire les œuvres originales et d'essayer de comprendre ce que ces personnes veulent nous faire croire sur le monde. En faisant cela, nous pouvons au moins déduire comment ils aimeraient que nous percevions le monde. Nous ne pouvons pas saisir leur compréhension réelle, mais nous pouvons tenter d'interpréter les significations sous-jacentes des textes qu'ils publient. Examinons ce texte et commençons par une brève introduction à Jake Sullivan. Vous l'avez probablement souvent vu à la télévision. C'est assez le franc-tireur. Il a 9 ans de plus que moi, a 47 ans, étant né en 1976. Il travaille pour les acteurs du pouvoir à Washington depuis 2008. Il a travaillé avec Hillary Clinton, puis est devenu conseiller de Joe Biden lorsque Biden était vice-président vers 2013 et 2014. Sullivan a fait des allers-retours dans l'administration, servant ses néoconservateurs pendant longtemps. Il est lui-même néoconservateur, mais je soutiendrai qu'il appartient au groupe le plus intelligent. Il est très différent de certains qui se contentent de répéter des points de discussion. Il appartient au groupe qui crée les éléments de langage. Alors, quand les gens discutent de qui influence Joe Biden, je suis assez sûr que Jake Sullivan est l'un de ces individus. Il est probablement à l'origine des expressions que nous entendons ensuite répétées sur CNN et d'autres médias. C'est pourquoi il est important de lire leurs travaux dans leur forme originale. Prenons par exemple la revue Foreign Affairs. Dans leur numéro de novembre-décembre, ils publient tous les 2 mois, ce qui revient à 6 fois par an. Comme je l'ai mentionné plus tôt, cette revue a présenté certains des essais les plus significatifs de la politique étrangère américaine, y compris ceux de George Kennan. C'est pourquoi tout le monde est impatient d'y publier. Cela signifie que vous faites partie de l'élite dans l'analyse et l'élaboration des politiques, surtout en matière de politique étrangère aux États-Unis. Des personnalités comme Jake Sullivan et d'autres officiels peuvent publier presque tout ce qu'ils veulent, parce que ces revues sont fières d'être plus que de simples porte-voix. Ce sont les plateformes où les gens au pouvoir expriment leurs idées, et c'est quelque chose dont les revues sont fières. L'article en question ici est intitulé « Les sources de la puissance américaine, une politique étrangère pour un monde changé ». Il est assez intéressant de constater que M. Sullivan commence par un aperçu, reconnaissant que le monde a changé et que l'Amérique devrait être optimiste pour l'avenir. Cela ressort particulièrement récemment en raison de la toute nouvelle publication qui est déjà sortie pour janvier 2024. Il y a une autre publication de Fareed Zakaria, le présentateur de CNN. C'est la même publication. Elle a juste l'air plus moche parce que je n'ai pas encore accès au bon PDF, juste au texte en ligne. Mais vous voyez, ce sont toutes les mêmes personnes, le même groupe de néoconservateurs, de gens de la communication qui sont assis dans les médias publics et dans les bureaux du pouvoir, derrière ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Mais laissons cela de côté. Il est intéressant de constater que de plus en plus de ces articles sont publiés en ce moment, essayant de rassurer les Américains, leur disant de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien. Fareed Zakaria dit aussi que la plupart des Américains pensent que leur pays est en déclin. Il continue d'écrire et de dire que, en fin de compte, la chose la plus importante, une fois qu'on arrive à la toute fin de son article, est que les États-Unis restent singulièrement capables et bien positionnés pour jouer un rôle central dans le maintien du système international. Tant que l'Amérique ne perd pas foi en son propre projet, l'ordre international actuel peut prospérer pendant des décennies à venir. Cela ressemble beaucoup à ce que M. Sullivan essaie de transmettre au début de son essai, que l'Amérique devrait être optimiste et que nous devons nous rassembler.
Le pays doit se rassembler et alors tout ira bien parce que dans l'ensemble, nous allons bien. L'image d'un drapeau des États-Unis brisé est utilisée pour rendre le point clair. Cependant, ce que disent les néoconservateurs, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. Nous ne sommes pas brisés. Nous avons juste besoin de nous recentrer et ensuite, nous pourrons continuer comme nous l'avons fait. L'après-guerre froide a été une période de grands changements. Le fil commun, tout au long des années 1990 et des années après le 11 septembre, était l'absence d'une compétition intense entre grandes puissances. Sullivan a raison à ce sujet. L'idée que les États-Unis pouvaient agir seuls et comme ils le voulaient n'a émergé qu'après l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 1990. Ce moment unipolaire, avec l'idée de Francis Fukuyama que la démocratie libérale avait gagné et serait adoptée partout, était assez prévalent pendant au moins 20 à 25 ans. Mais, et c'est intéressant, Jake Sullivan, qui n'est pas un néoconservateur, dit que cette ère est révolue. Nous ne vivons plus dans ce monde. Nous sommes maintenant dans un monde multipolaire qui fonctionne différemment. Il ramène ensuite l'article à discuter des sources de la force américaine. Bien sûr, il attaque ses adversaires politiques. Avec l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont eu un président qui croyait que ces alliances étaient une forme d'assistance géopolitique. Les mesures qu'il a prises et qui ont endommagé ces alliances ont été célébrées par Pékin et Moscou, qui voyaient à juste titre les alliances américaines comme une source de force pour les États-Unis plutôt que comme un fardeau. Il est intéressant qu'il se tourne immédiatement vers le système d'alliances, parce que je dirais qu'il est vrai que les nombreuses alliances des États-Unis, avec ses quelques 750 bases à l'étranger, et cela ne compte même pas les petits avant-postes où l'armée américaine est stationnée, sont la source de la puissance coercitive des États-Unis. La capacité des États-Unis à contraindre ses alliés à faire ce qu'ils veulent, au point où quelqu'un peut faire exploser une infrastructure vraiment importante d'un allié clé comme un gazoduc sous-marin, et tout le monde se tait parce que tout le monde sait qui l'a fait ou pour le compte de qui cela a été fait, est une forme de pouvoir vraiment centrale. Elle est au cœur de la politique, de l'empire et de l'hégémonie américaine. Et le fait que Sullivan l'admette, le fait qu'il parle aussi de ce pilier central de la stratégie actuelle des États-Unis, me dit que M. Sullivan est très réaliste et pas l'un de ses partisans de la démocratie libérale, du moins pas dans son vrai moi. Je veux dire, il voit le pouvoir pour ce qu'il est. In his true self. I mean, he sees power for what it is. Then the essay continues with a little bit of... L'essai se poursuit avec quelques points de discussion. La difficulté avec ces essais est de distinguer ce qui est simplement là, ce qui donne un aperçu de la pensée réelle de la personne, ce qui est de la manipulation, ce qui est un mensonge et ce qui est juste pour la frime. Voici un exemple de quelque chose pour la frime. C'est comme lorsque vous décorez joliment une assiette pour un dîner raffiné en soirée. Cette tâche a été mise en évidence par l'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Depuis 2 ans, nous entendons la même phrase, invasion non provoquée de l'Ukraine. Ce n'est pas suffisant de dire l'invasion de l'Ukraine ou la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le terme non provoqué est un adjectif très important, c'est l'embellissement. Il en va de même pour l'assertivité croissante de la Chine en mer de Chine méridionale. Depuis les 10 dernières années, je me souviens que les faucons et les néoconservateurs à Washington et à Tokyo, lorsqu'ils parlent de la Chine, la décrivent toujours comme de plus en plus assertive. Ils font cela pour l'ancrer dans l'esprit des lecteurs par la répétition, car la répétition est un aspect clé de la propagande. Ainsi, ils répètent sans cesse que la Chine est de plus en plus assertive. À ce rythme, l'assertivité de la Chine doit déjà avoir dépassé la Lune. Elle a augmenté de manière significative au cours des 10 dernières années. Wow! Mais bon, allons droit au but.
La politique étrangère du président Biden vise à établir de nouvelles bases de la puissance américaine. Cela positionnera le pays pour façonner la nouvelle ère d'une manière qui protège ses intérêts et ses valeurs, tout en faisant avancer le bien commun. Cette déclaration est très réaliste, en ce qu'elle indique clairement la pensée de M. Sullivan. Il semble guider ses lecteurs vers une vision des États-Unis qui fixe l'ordre du jour et contraint les autres à se conformer à sa volonté. Cela diffère de la création d'un système libéral où les États ont un mot à dire égal dans les affaires mondiales et où tout le monde s'écoute mutuellement. L'objectif est de créer une Amérique qui mène ou contraint par la force. C'est également intéressant parce que quelqu'un comme lui doit aussi comprendre comment les menaces sont perçues par des pays comme la Russie ou la Chine, à moins qu'il ne manque complètement d'empathie stratégique. Cependant, cela serait surprenant. Il discute ensuite des fondements de la force américaine, qu'il croit résider non pas dans son idéologie ou son passé glorieux, mais dans son économie. L'économie américaine a développé des vulnérabilités inquiétantes, même si elle a prospéré à un niveau global. Sous la surface, des communautés entières ont été évidées. Je tiens à souligner que si Sullivan est un idéaliste, s'il croyait au pouvoir de l'émotion, au pouvoir de la bonté ou à des concepts similaires, il se plongerait dans les fondements des États-Unis, ses principes de liberté, et ainsi de suite. Cependant, il ne fait pas cela. Au lieu de cela, il lie directement le pouvoir économique à la liberté et à l'influence politique sur la scène mondiale. Il reconnaît même les erreurs passées, comme lorsque la base industrielle a été considérablement réduite, ce à quoi de nombreux Américains peuvent s'identifier. Par exemple, toute la Rust Belt a été affectée par ce qui est autrefois l'épine dorsale de la force industrielle américaine, délocalisée en raison des politiques néolibérales. Cette stratégie consiste à laisser des pays comme la Chine, le Vietnam et le Bangladesh produire tous nos biens pendant que nous nous contentons de les consommer et de fournir les plans. Sullivan est clairement en désaccord avec cette approche néolibérale. Il déclare que sous sa direction, l'administration Biden a mis en œuvre les investissements les plus significatifs depuis des décennies. Cela inclut la loi bipartisane sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, la loi CHIPS et Science et la loi sur la réduction de l'inflation. Lorsqu'il fait référence à l'administration Biden, il parle en réalité de sa propre direction. Nous promouvons de nouvelles percées dans l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la biotechnologie, l'énergie propre et les semi-conducteurs. Nous protégeons également les avantages et la sécurité des États-Unis grâce à de nouveaux contrôles à l'exportation et règles d'investissement en partenariat avec nos alliés. Ces mesures sont en effet vraies et protectionnistes. Cela est particulièrement évident dans la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi et la loi CHIPS. Ces politiques sont conçues pour garantir que les États-Unis développent ces secteurs au niveau national et empêchent les entreprises de délocaliser les parties intensives en main-d'œuvre. Je l'ai déjà mentionné, mais cela mérite d'être répété. Chaque fois que les États-Unis ou ces néoconservateurs veulent justifier un écart par rapport aux principes libéraux du marché, ils invoquent la sécurité nationale comme raison. Le terme sécurité nationale peut souvent être utilisé de manière interchangeable avec ce qui est bénéfique pour nous. Cela révèle la croyance sous-jacente que la colonne vertébrale économique des États-Unis a de sérieux problèmes qui doivent être résolus en rapatriant plus de production. Cette approche contraste fortement avec les politiques néolibérales du passé. Lorsque cette administration a pris ses fonctions, nous avons reconnu que malgré la possession de l'armée la plus puissante du monde, la base industrielle américaine souffrait d'une série de vulnérabilités non traitées. Oui, c'est le cas.
Nous investissons dans la dissuasion nucléaire des États-Unis pour garantir son efficacité continue, alors que les concurrents renforcent leurs arsenaux, tout en signalant une ouverture aux futures négociations de contrôle des armements si les concurrents sont intéressés. Ici, vous justifiez essentiellement la construction de plus d'armes nucléaires et le renouvellement de l'arsenal nucléaire américain. Le dernier point n'est vraiment qu'une façade, suggérant « Oh, au fait, nous nous engagerions dans des pourparlers de désarmement nucléaire si ces autres puissances étaient disposées à nous parler. » Mais évidemment, elles ne le sont pas. Donc nous devons fabriquer nos propres armes nucléaires. C'est un tel dilemme de sécurité classique. Les deux puissances, les Russes et les Chinois, vont augmenter leurs armes nucléaires et ensuite, chacun va pointer l'autre comme la raison pour laquelle ils doivent augmenter leur arsenal. C'est juste M. Sullivan disant « Évidemment, nous avons besoin d'armes nucléaires parce que c'est la seule chose qui nous garde en sécurité. » Puis en rejetant la faute sur les autres. Nous ne créons des armes nucléaires que parce que les autres sont si mauvais. Ce n'est pas que je crois qu'il ment. Je ne pense pas qu'il ait peur des autres. Je ne crois pas qu'il pense vraiment que le problème est que d'autres États ne possèdent pas d'armes nucléaires. Bien sûr, c'est ce que vous voulez parce que vous croyez que c'est ce dont vous avez besoin. L'autre n'est qu'une excuse. Dans un monde plus compétitif, il ne fait aucun doute que Washington doit abattre la barrière entre la politique intérieure et la politique étrangère. Les investissements publics majeurs sont une composante essentielle de la politique étrangère. Vous pouvez déjà voir comment l'argument est construit. Les investissements dans la nation, même s'ils enfreignent les règles de l'Organisation mondiale du commerce et divers traités avec d'autres États, ne sont pas des politiques d'investissement orientées vers le libre marché. Au contraire, ils sont présentés comme des politiques de sécurité nationale. Aux États-Unis, la sécurité nationale est le principe prédominant qui l'emporte sur toutes les autres considérations, car il s'agit de renforcer la puissance militaire des États-Unis. L'argument suggère que la politique intérieure doit être subordonnée à la politique étrangère et devrait être conçue pour renforcer la politique étrangère des États-Unis, pas nécessairement pour le bénéfice du peuple. Je tiens à souligner cela car c'est quelque chose que Zakaria a complètement tort dans son article. Laissez-moi vous montrer rapidement ceci. Beaucoup de gens s'inquiètent de voir les États-Unis comme une puissance en déclin avec moins d'argent et ainsi de suite. Mais malgré tout le discours sur le dysfonctionnement et le déclin américain, la réalité est tout à fait différente, surtout en comparaison avec d'autres pays riches. Dans les années 1990, le revenu par habitant des États-Unis, mesuré en termes de parité de pouvoir d'achat, était supérieur de 70% à celui du Japon. L'économie aux États-Unis est actuellement 24% plus élevée que celle de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, elle est respectivement de 54% et 32% plus élevée. Ce détail peut sembler sans importance, mais il est crucial lorsqu'on discute de l'état de l'économie. Fareed Zakaria parle de la bonne performance de l'économie américaine, soulignant son essor et son excellence apparente. Cependant, il omet complètement de mentionner que ce succès économique ne profite pas aux classes à faible et moyen revenus. Il bénéficie principalement à ceux qui sont déjà riches, à l'élite. Andrew Sullivan reconnaît également un problème avec l'économie, mais il ne se concentre pas sur le fait que de nombreuses personnes n'en bénéficient pas, qu'il existe une pauvreté et des souffrances étendues. Au lieu de cela, il souligne que nous avons évidé notre base industrielle, ce qui limite notre capacité à produire des biens essentiels sur le plan national. Cela est nécessaire pour notre armée et pour maintenir une défense nationale forte. Cette perspective révèle l'état d'esprit des néoconservateurs qui se préoccupent davantage du bien-être de l'armée et du pouvoir de l'État que du bien-être du peuple. L'alliance des États-Unis avec d'autres démocraties a été l'un de ses plus grands avantages stratégiques. Ces partenariats ont contribué à créer un monde plus libre et plus stable. Cependant, nous semblons maintenant nous éloigner du fond
pour nous diriger vers la superficialité en nous concentrant sur les apparences plutôt que sur les problèmes fondamentaux. Ce n'est pas juste un détail mineur, c'est un aspect significatif de la discussion. Not so much a garnish. I mean, this is important. This is a core message that the neocons need to drive home because this. Le message central que les néoconservateurs doivent souligner est qu'ils doivent encore nous convaincre de la moralité de leurs propositions. Ils soutiennent que nous avons besoin d'un État fort et que l'Occident requiert des armées puissantes capables d'intervenir partout dans le monde, régnant sans impunité. Ils prétendent que cette impunité profite à tous en aidant à créer un monde plus libre et plus stable. Cependant, là où je crois qu'il est sincère, c'est dans sa vision que les alliances des États-Unis et les partenariats avec d'autres démocraties ont été son plus grand avantage international. Ces alliances sont effectivement une source de puissance, comme le suggère le titre de son essai, formant l'épine dorsale du pouvoir. Ce point est absolument correct. Nous avons vu une coalition mondiale de pays se mobiliser pour soutenir l'Ukraine alors qu'elle se défend contre une guerre d'agression non provoquée. Cela démontre l'étendue de cette puissance. De plus, l'OTAN s'est élargie pour inclure la Finlande et inclura bientôt la Suède, deux nations historiquement non alignées. Il est intéressant de noter qu'il ne suggère pas que la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN parce qu'elles se sentaient menacées. Au lieu de cela, il formule cela comme l'OTAN s'élargissant pour inclure ces pays. C'est précisément ce que le président Poutine a affirmé. Les Russes n'ont jamais reconnu que des pays comme la Pologne et la Hongrie ont choisi de rejoindre l'OTAN de leur propre gré. Ils parlent toujours de l'expansion de l'OTAN. C'était quelque chose qu'au premier stade de la guerre, les néoconservateurs et surtout les propagandistes combattaient. Ils disaient non, c'est le choix de ces pays. Mais nous voyons que même au sein de l'administration Biden, il y a des néoconservateurs réalistes, purs et durs, comme Sullivan, qui voient le monde d'une manière qui leur a permis de s'étendre. Je suis assez sûr qu'ils en sont très fiers. Ils ont réussi à intégrer la Suède et la Finlande dans leur giron. Donc c'est un mouvement expansionniste, pas un pour défendre ces pays. C'est un mouvement qui pourrait être utilisé à des fins offensives à l'avenir. Il continue de parler de combien cette construction d'alliance a été formidable pendant son mandat. C'est à moitié un argumentaire de vente. Ce n'est pas juste une stratégie pour l'avenir. C'est aussi à propos de toutes les choses cool qu'ils ont faites. Cela se lit essentiellement comme une présentation d'Apple en fin d'année, énumérant toutes les choses cool qu'ils ont développées. Et là, Sullivan est comme « Nous avons développé de nouvelles alliances cool en Asie, vous savez, avec l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis formant une sorte de triple alliance, de nouveaux accords de base avec les Philippines, un très bon accord avec Hanoï, et un accord avec l'Australie, l'Inde et le Japon. Il est très fier du fait que les États-Unis ont réussi à attirer de plus en plus d'alliés. Parce que c'est évidemment ce qu'il considère, comme il le dit, la véritable pierre angulaire de la puissance américaine. Voici un autre exemple. L'Inde, Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Bien que ces partenaires soient tous différents à bien des égards, ce que font les États-Unis, et ce qu'il admet ici, c'est de créer une toile, un réseau de différentes formes d'alliances, essayant d'emmêler ces autres États pour les aligner avec les États-Unis. Les partenaires les plus proches des États-Unis sont des démocraties, et nous travaillerons avec vigueur pour défendre la démocratie à travers le monde, sauf pour tous les partenaires qui ne le sont pas, comme l'Arabie saoudite, un État qui décapite encore environ 60 personnes par an, ou le Pakistan, qui vient de renverser son leader démocratiquement élu, ou l'Ukraine, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'élection démocratique en 2024, comme il se devrait. Vous savez, tous les partenaires des États-Unis sont des démocraties, sauf ceux qui ne le sont pas. La bonne chose à propos de Sullivan, c'est qu'il peut en fait admettre cela à demi-mot, car dans le paragraphe suivant, nous lisons que la vision de Washington d'un monde libre, ouvert, prospère et sécurisé est large et puissante.
et elle inclut ceux avec des systèmes politiques divers. Nous travaillerons avec tout pays prêt à défendre les principes de la Charte des Nations Unies, même en renforçant une gouvernance transparente et responsable et en soutenant les réformes démocratiques et les défenseurs des droits humains. Ce paragraphe est magnifique, car il dit essentiellement « Je sais que tout le discours sur la démocratie et les droits de l'homme que je présente ici est en gros du non-sens, parce qu'en fin de compte, nous travaillons avec quiconque nous aide. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Peu importe si cette personne représente une démocratie ou une autocratie, tant que cela aide les intérêts des États-Unis à prospérer, nous allons travailler avec eux. » Cela me rend en fait un peu optimiste, car cela signifie qu'au moins Sullivan ne croit pas aux absurdités qui sortent des États-Unis depuis longtemps, n'est-ce pas, dans la propagande. Je veux dire, ce type voit probablement le monde tel qu'il est. Il doit juste encore le faire paraître joli. Les États-Unis demandent à leurs alliés de se mobiliser tout en offrant plus eux-mêmes. Environ 20 pays de l'OTAN sont sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de dépenser 2% de leur PIB en défense d'ici 2024. Encore une fois, les États-Unis aimeraient que tout le monde dépense plus en armes et en guerre. C'est le rythme néoconservateur. Plus de guerre, plus de guerre. Et ici, il est heureux que nous nous dirigions vers la guerre. Cependant, M. Sullivan, vous devez savoir que vous avez maintenant un problème, car de nombreux alliés des États-Unis entrent en récession. Et il y a deux manières d'atteindre l'objectif des 2%, n'est-ce pas? Car il est mesuré en pourcentage du PIB. C'est soit dépenser plus, soit voir son PIB diminuer. It's either spend more or your GDP goes down. So, we might well see. Il se pourrait bien que nous arrivions à un point où tous les membres de l'OTAN atteignent leur objectif de 2% du PIB. Cependant, cela pourrait être dû à une diminution du PIB, alors que le montant nominal qu'ils dépensent pour l'armée reste le même, les budgets militaires ayant tendance à être fixes. Nous verrons comment cela évolue. C'est une mesure simpliste qui ne nous dit pas vraiment qui contribue à quoi au sein de l'Alliance. Mais laissons cela de côté. Nous devons également élever notre niveau de jeu et offrir au monde, en particulier au Sud global, une proposition de valeur plus attrayante. Sous la rubrique « Une meilleure offre », il est reconnu qu'une bonne partie du monde n'est pas alliée des États-Unis et a tenté de rester à l'écart des avances américaines pour les contraindre à une alliance. Pour ces pays, la plainte n'est pas qu'il y a trop d'Amérique, mais trop peu. Ils reconnaissent les pièges de se rapprocher des grandes puissances autoritaires, mais demandent « Où est votre alternative ?» Ce passage met en lumière le problème qui nécessite une explication. Pourquoi de nombreux pays ne veulent pas s'aligner avec les États-Unis? Par exemple, pourquoi l'Inde n'adhère-t-elle toujours pas au cadre et à la vision de la guerre en Ukraine par l'Occident collectif? Et pourquoi les pays africains, asiatiques et sud-américains ne veulent-ils pas suivre la direction des États-Unis? Pourquoi votent-ils constamment contre les États-Unis à l'ONU? Pour moi, cela ressemble davantage à une excuse. Il doit se voir tel qu'il est, et il le sait. Il le montre plus loin dans l'essai. Ce que les États-Unis tentent de faire n'est pas dans l'intérêt de nombreux pays. Cela leur est évident. C'est pourquoi ils ne suivent pas. Cependant, il semble suggérer que nous devons juste faire un peu plus pour eux. Mais si nous regardons plus loin, nous trouvons quelque chose d'assez intéressant. L'administration continuera d'essayer de réformer l'Organisation mondiale du commerce en défendant la concurrence, l'ouverture, la transparence et la primauté du droit. Le président a appelé à des réformes profondes du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris l'élargissement du nombre de membres. Il est conscient que de nombreux pays en dehors de l'Occident collectif comprennent que le système construit par les États-Unis, cet ordre fondé sur des règles soi-disant, est intrinsèquement injuste. Il donne de manière disproportionnée plus de pouvoir et de ressources à l'Europe et à l'Amérique du Nord. De plus, chaque fois que ce système commence à produire un résultat positif pour le Sud global, les États-Unis le sapent.
Pourquoi l'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne-t-elle pas actuellement? C'est parce que les États-Unis refusent de nommer un juge au corps d'appel. Cela signifie que le corps, qui est comme la Cour suprême de l'OMC, ne fonctionne pas. It's like kind of the Supreme Court. The Supreme Court of the WTO is not functioning. It cannot because it doesn't have enough judges. Il ne peut pas avancer car il n'a pas assez de juges. Cela signifie que dès que vous portez une affaire à l'OMC concernant la concurrence déloyale et ainsi de suite, l'affaire ne peut pas progresser pour obtenir un verdict final. Cette situation est absolument stupéfiante car en ce moment, ce sont les États-Unis qui enfreignent les règles de l'OMC. Les mêmes règles qu'ils ont aidé à établir dans les années 80-90 et au début des années 2000. À l'époque, le libre-échange était perçu comme la solution à tous les problèmes des États-Unis et un moyen d'étendre leur puissance car il enrichissait le pays. Mais maintenant que l'OMC pourrait être utilisé contre les États-Unis, en particulier contre le CHIPS Act et ses mesures protectionnistes, les États-Unis sapent l'institution qui aurait réellement le pouvoir de contraindre les États-Unis à changer de cap. Les autres pays voient cela. Mais bien sûr, je sais qu'il en est conscient. Cela doit lui être absolument clair. Donc ce passage est essentiellement une excuse pour justifier ce qu'ils font, tout en prétendant être vertueux. Ils prétendent qu'ils essayent de l'améliorer, d'essayer de réparer ce qui est cassé. Cependant, l'OMC ne s'est pas brisé parce que nous ne nommons pas de juge au corps d'appel. L'OMC ne fonctionne tout simplement pas très bien. C'est comme une montre-bracelet légèrement cassée. Alors maintenant, nous essayons de la réparer, tout comme avec le Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr, les États-Unis aiment l'idée d'ajouter le Japon et l'Allemagne au Conseil de sécurité. Japan and Germany into the Security Council. That's that would be their approach of Leur approche consiste à augmenter le nombre de pays qui sont d'accord avec eux. Cependant, la Russie et la Chine seront réticentes à se prêter au jeu. Les États-Unis vont probablement accuser ces pays d'entraver le changement constructif. Le président Biden était déterminé à provoquer un changement. Il a mis fin à l'implication des États-Unis dans la guerre en Afghanistan. Dans ce passage, il tente de démontrer sa clairvoyance. Par Joe Biden, il fait référence à lui-même. La transition a sans doute été douloureuse, en particulier pour le peuple afghan. La transition aurait pu être moins douloureuse si les États-Unis n'avaient pas retiré $1 milliard de la Banque centrale afghane et imposé des sanctions à l'Afghanistan, ce qui a conduit à une faim généralisée et à une grave crise humanitaire. Ces actions sont typiques des néoconservateurs, qui croient que faire souffrir la population encouragera celle-ci à se soulever contre leurs oppresseurs et à changer le système. C'est ce qu'ils espèrent mènera à une révolution, bien qu'idéalement une révolution indigène. Cette situation me met en colère, car après avoir combattu les talibans pendant 20 ans, les voir revenir au pouvoir est déjà assez grave. Mais alors, faire souffrir encore plus la population générale est inexcusable. Il est évident que les sanctions ne poussent jamais une population à se soulever contre ces régimes. Au contraire, elles ne font que renforcer le soutien au régime, car celui-ci peut pointer la pression extérieure et dire « Regardez ce qu'ils nous font ». L'actuelle asphyxie de l'économie afghane et la faim qui en résulte sont absolument horribles. Cependant, cela semble faire partie d'un plan plus large, selon ceux qui écrivent sur ces stratégies. Mais ce n'est même pas le principal sujet de cette discussion. L'orateur passe alors immédiatement à l'Ukraine, suggérant que le douloureux mais prévoyant retrait d'Afghanistan était nécessaire pour préparer l'armée américaine à de futurs défis. L'un de ces défis, l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie en février 2022, est survenu plus rapidement que prévu. C'est assez révélateur, car cela suggère que la raison du retrait d'Afghanistan n'était pas de mettre fin à la guerre là-bas, mais de libérer des ressources pour d'autres conflits. C'est exactement ce que les gens craignaient lorsque le retrait a eu lieu. Il semble que les néoconservateurs ne se soucient pas des vies humaines, y compris celles des soldats, considérées comme jetables.
that you can send into their deaths if you wish to do so. So that's not the problem. The issue Le problème n'est pas le retrait en lui-même. is you probably want to Le problème survient lorsque vous vous retirez d'un théâtre d'opération parce que vous voulez probablement ouvrir d'autres fronts. C'est pourquoi nous devrions être préoccupés de voir les États-Unis réduire progressivement leur soutien en Ukraine. Cela suggère une chose. Ils veulent rediriger des ressources vers un autre théâtre. Il admet essentiellement cela, essayant de le vendre comme une démarche prévoyante. Il sous-entend que la nouvelle guerre en Ukraine était un fardeau imposé aux États-Unis par une force extérieure. Cependant, quiconque observait l'escalade des tensions en Ukraine et comment elle a été acculée en 2021 et 2022 pouvait prédire qu'elle pourrait devenir l'un des nouveaux théâtres de conflit. Je crois que ces stratèges ne savent pas toujours où sera le prochain théâtre, mais il est clair qu'ils en ouvriront un nouveau chaque fois qu'ils se retirent d'un lieu. Cette approche disciplinée vise à réallouer des ressources à d'autres priorités mondiales, à réduire le risque de nouveaux conflits au Moyen-Orient et à garantir que les intérêts américains soient protégés de manière plus durable. Maintenant, il fait référence au Moyen-Orient et je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il faut en penser. Je suppose qu'il a écrit la majorité de cet essai, soit par lui-même, soit avec son équipe. Il a rédigé la majorité de cela, probablement fin septembre ou début octobre, avant le soulèvement, parce que Sullivan est aussi le gars qui était notoire pour avoir dit « Nous avons résolu le Moyen-Orient, le Moyen-Orient est très stable, tout va bien ». Juste essentiellement 2 ou 3 semaines avant le 7 octobre, n'est-ce pas? Et cela a vraiment montré qu'il n'a pas beaucoup de prévoyance. Il a juste beaucoup d'idéologie construite autour de lui-même. Ainsi, le passage entier traitant du Moyen-Orient est étonnamment court, ce que je suppose qu'ils ont juste inséré plus tard, après avoir déjà soumis l'essai à Foreign Affairs. Quand tout est arrivé, ils ont hâtivement assemblé un petit quelque chose pour dire « D'accord, nous n'avons pas complètement oublié Israël ». La situation israélo-palestinienne est tendue, en particulier en Cisjordanie, mais face à de sérieuses frictions, nous avons désescaladé la crise à Gaza et restauré la diplomatie directe entre les parties après des années d'absence. Je pense sérieusement qu'il a écrit cela dans les premières 1 ou 2 semaines de ce qui se passait et essayait juste de ne pas avoir l'air d'un idiot complet parce que cela n'est évidemment pas ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a un problème de timing ici et ils n'ont pas eu assez de temps pour travailler la phraséologie de quelle sera l'approche. Donc il a essayé de rester très prudent sur celui-ci. Revenons à l'Ukraine. Notre approche en Ukraine est durable. Contrairement à ce que certains disent, cela renforce la capacité des États-Unis à répondre à toute éventualité dans l'Indo-Pacifique. Le peuple américain sait reconnaître un intimidateur lorsqu'il en voit un. Ils comprennent que retirer le soutien des États-Unis à l'Ukraine non seulement mettrait les Ukrainiens dans une situation très désavantageuse alors qu'ils se défendent, mais établirait également un précédent terrible. Ici, il semble renforcer le récit autour de l'Ukraine et de la situation actuelle. Le message est de continuer et de ne pas abandonner, malgré la reconnaissance que tout semble mauvais et que la situation paraît presque perdue. Cependant, ils insistent sur le fait que nous devons continuer parce qu'ils ont probablement un récit préparé pour le cas où l'Ukraine tomberait. Ils devront expliquer au public pourquoi, après avoir envoyé des milliards de dollars à l'Ukraine, cela n'a pas été en vain et pourquoi des sanctions pourraient être nécessaires si un régime favorable à la Russie arrive au pouvoir ou si la Russie prend le contrôle. Ils soutiendront que des sanctions sont nécessaires, tout comme elles l'étaient en Afghanistan, et que cette ligne de conduite est nécessaire en raison du dangereux précédent qu'elle établit. On nous demande souvent quelle est la fin de la compétition entre les États-Unis et la Chine, ce qui est une très bonne question. Nous nous attendons à ce que la Chine reste un acteur majeur sur la scène mondiale pour l'avenir prévisible.
Je me pose cette question depuis longtemps. Ont-ils un plan final en tête concernant la Chine? Juste faire la guerre n'est pas un plan final. Qu'est-ce qui va suivre? Mais il dit qu'ils s'attendent à ce que la Chine reste présente. Nous recherchons un ordre international libre, ouvert, prospère et sécurisé qui protège les intérêts des États-Unis et de ses alliés et soutient des biens publics mondiaux divers. Cependant, nous ne nous attendons pas à un état final transformateur comme celui qui a résulté de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, il dit essentiellement que la scission de l'Union soviétique était un objectif final grandiose qui a résolu beaucoup des problèmes des États-Unis pendant la guerre froide, ce qui en quelque sorte était le cas. Mais pour la Chine, il voit évidemment les choses différemment. Je pense qu'il pourrait mentir, il pourrait réellement vouloir faire la guerre et démanteler la Chine. Et cela pourrait juste être un mensonge. Mais puisqu'il déclare cela si clairement et que ces déclarations comportent un risque politique, c'est significatif. Il y a des gens qui s'opposeront à cette vue et diront « Non, nous devons démanteler la Chine. Nous devons en faire de nombreux petits pays. » Il semble indiquer qu'il n'est pas en accord avec ce genre de pensée. Ainsi, ce néoconservateur semble voir la Chine différemment de la Russie. La Russie veut toujours vaincre l'Ukraine et il dit que la Russie doit gagner. Il ne considère certainement pas la Russie au même niveau que la Chine. Dans son monde, la Chine est un acteur plus important, plus sérieux et avec lequel les États-Unis doivent s'entendre. Nous ne présenterons aucune excuse pour repousser les pratiques commerciales déloyales qui nuisent aux travailleurs américains, a-t-il déclaré. Après avoir dit au monde entier qu'ils ne peuvent pas protéger leurs travailleurs parce que cela serait une concurrence déloyale, un principe du néolibéralisme. Dans ce contexte, nous cherchons à réduire les risques et à diversifier, non pas à nous désengager. Fait intéressant, tout le protectionnisme qui a eu lieu et la manière dont la Chine a été frappée de tarifs est considéré comme une réduction des risques, pas un désengagement. Nous avons fait face à des critiques de divers horizons, selon lesquelles ces étapes sont mercantilistes ou protectionnistes, ce qu'elles sont. Cependant, cela est faux. Ce sont des mesures prises en partenariat avec d'autres et axées sur un ensemble restreint d'étapes technologiques que les États-Unis doivent franchir dans un monde plus contesté pour protéger leur sécurité nationale, tout en soutenant une économie mondiale interconnectée. La sécurité nationale est primordiale, car elle peut passer outre au dogme néolibéral. Donc, je pense que nous pouvons conclure à juste titre que Sullivan est un réaliste pur et dur qui voit l'économie comme au service de l'État militaire et de la capacité de faire la guerre des États-Unis. Mais Washington et Pékin doivent trouver comment gérer la concurrence pour réduire la tension et trouver une voie à suivre pour relever les défis partagés. L'administration Biden intensifie la diplomatie des États-Unis avec la Chine. Cela pourrait soit être un mensonge, soit il veut réellement une guerre et ne veut tout simplement pas le dire pour l'instant, soit il appartient au groupe des néoconservateurs qui souhaitent éviter une confrontation directe avec la Chine. Je ne peux pas dire. Nous devrions également nous rappeler que tout ce que font les concurrents n'est pas incompatible avec les intérêts américains. L'accord que la Chine a négocié cette année entre l'Iran et l'Arabie saoudite a partiellement réduit les tensions entre ces deux pays, un développement que les États-Unis voulaient également voir. Je trouve cela intéressant parce que l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite est généralement considéré comme un fiasco pour la diplomatie américaine parce que ce n'étaient pas les États-Unis qui ont réussi à le mettre en œuvre, c'était la Chine. Et ici, Sullivan acquiesce en direction des Chinois comme pour leur tirer son chapeau, ce qui est surprenant. On ne voit pas cela très souvent. Cela me dit que peut-être qu'il est réellement sérieux à propos de ne pas vouloir une guerre avec la Chine parce qu'il semble les respecter un peu. C'est un signe de respect qu'il leur donne ici. Et puis, très pertinent pour cette chaîne, il est tout naturel que les pays non alignés, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, s'engagent avec les deux
cherchant à bénéficier de la compétition tout en s'efforçant de protéger leurs propres intérêts de tout effet de débordement. De nombreux pays se considèrent comme faisant partie du Sud global, un regroupement qui possède sa propre logique et une critique distincte de l'Occident remontant à la guerre froide et à la fondation du mouvement des non-alignés. Ils parlent de ces troisièmes États qui ne veulent pas suivre le mouvement, comme l'Inde à bien des égards, ainsi que des pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud reconnaissant leur existence. Sa prescription pour traiter avec les pays neutres et non alignés est que Washington devrait être réaliste quant à ses attentes, respectant leur souveraineté et leur droit de prendre des décisions qui avancent leurs propres intérêts. Cependant, il doit aussi être clair sur ce qui est le plus important pour les États-Unis. C'est ainsi que nous chercherons à façonner les relations avec eux, de sorte que globalement, ils aient des incitations à agir de manière cohérente avec les intérêts américains. Ce passage ne dit vraiment rien d'autre que nous allons utiliser à la fois le bâton et la carotte, n'est-ce pas? Nous comprenons qu'ils ne veulent pas toujours faire les mêmes choses que nous voulons parce que c'est dans leur intérêt, mais cela ne nous importe pas trop. Je veux dire, soit ils prennent la carotte, soit ils reçoivent le bâton, mais cela doit être aligné avec les intérêts américains. Donc dans l'ensemble, ce type est un néoconservateur réaliste qui comprend le monde en termes de puissance dure. Les pays neutres et non alignés n'ont rien de bon à attendre de cette administration ou des personnes liées à ce type, à moins que ça ne serve également les intérêts des États-Unis. À la toute fin, nous nous tournons vers ces derniers mots. Les États-Unis se trouvent maintenant au début d'une troisième ère, une ère où ils s'ajustent à une nouvelle période de compétition dans un âge d'interdépendance et de défis transnationaux. Il semble ne pas vouloir diviser le monde en différentes pièces, mais il reconnaît que l'économie mondiale est entrelacée et que cela restera une caractéristique du nouvel équilibre des puissances. Un équilibre des puissances avec des sphères et des économies d'intérêt qui se chevauchent. L'issue de cette phase ne sera pas déterminée uniquement par des forces extérieures. Elle le sera aussi, dans une large mesure, par les propres choix des États-Unis. Cela rejoint tout à fait ce que Zakaria a dit en janvier, que la plus grande menace qu'il voit est que l'électorat américain puisse voter de manière incorrecte et ne pas réélire des néoconservateurs comme lui, mais plutôt des personnes ayant une vision différente et une analyse différente des problèmes du pays. Cette lecture m'a beaucoup intéressée. Elle me dit que Sullivan ne croit pas réellement à tous les points de discussion et les mensonges. Il sait probablement comment les élaborer et les formuler, mais lui-même voit le monde très clairement en termes de dynamique de grande puissance. Donc c'est probablement quelqu'un avec qui on peut négocier. La question est alors, combien de personnes comme lui se trouvent dans l'administration actuelle et combien croient réellement ce qu'il dit? Nous ne savons pas, mais nous continuerons à observer. Merci. Thank you.